le conférencier suivant, Dr Anas Harakat. Alors, entre parenthèses, Anas Harakat, on se connaît depuis l'âge de 9 ans. Donc, on a fait nos études depuis le collège. Et alors, vous avez vu, il est blanc. C'était le premier de la classe. On a toujours, tous été en classe, il y a toujours quelqu'un qui vous déprime, qui n'a pas besoin de travailler énormément, il vous déprime. Lui, c'était le cas. Et donc, nous, on bûchait, il n'était pas au courant. Donc, ensuite, on s'est séparés. Lui, il a fait médecine, et moi, pour l'emmerder, j'ai fait pharmacie. J'aime bien emmerder les gens, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai atterri en parasitologie. Alors, il est docteur en médecine. Et il est spécialiste en anatomopathologie. Il était professeur d'anatomopathologie, il était militaire. Il a pris sa retraite il y a une quinzaine d'années. Il a ouvert son cabinet d'anatomopathologie dans le secteur privé. Et puis après quelques années de bons et loyaux services, il a quitté. Et il s'est intéressé à la nutrition. Je pense que c'est son métier d'anatomopathologie, parce qu'il voyait les tissus, les dégâts de notre alimentation au microscope. Je pense que c'est ça qui l'a orienté vers la nutrithérapie. Et il est parti faire un diplôme sur 2 ans en Belgique, et il est devenu nutrithérapeute. Voilà. Et donc, lui, il va nous parler de ces compléments alimentaires. Est-ce que c'est un effet mode? Oui, j'ai pris mon multivitamine, ou sont-ils réellement nécessaires? Voilà, à toi la parole. Bonjour à tous, merci Badr. Je tiens à remercier EasyCom et particulièrement le docteur Younes Belaichi de m'avoir invité. Alors, les compléments alimentaires, est-ce qu'il faut en prendre ou pas? Beaucoup de gens s'accordent à dire que ce n'est pas la peine d'en prendre si on a une alimentation saine. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'idées arrêtées. On va essayer de déblayer la chose, de voir le vrai du faux, au vu des dernières données scientifiques et des avancées de la nutrithérapie. Mais avant de répondre à cette question, il me semble judicieux de faire une mise au point sur notre alimentation moderne et voir si elle est capable d'apporter ce dont on a besoin et de focuser un petit peu sur ses travers. Alors, un peu d'histoire, le scorbut, c'est la vieille maladie des marins du XVIe siècle. En fait, on n'a pas besoin d'être coincé dans une cale de bateau pour en souffrir. Il suffit de manger l'alimentation ultra transformée que nous proposent les supermarchés. Les apports en micronutriments sont insuffisants par rapport à nos recommandations, comme en témoigne cette enquête épidémiologique. Et les recommandations sont en fait souvent sous-évaluées. Ces carences peuvent être mortelles, c'est le cas du scorbut pour la vitamine C ou le beriberi pour la vitamine B1, et elles augmentent les risques de plein de pathologies et plein de dysfonctionnements. Fatigue avec tous ses corollaires, mais pas que fatigue, susceptibilité aux infections, des douleurs chroniques et plein d'autres pathologies avec l'accélération du vieillissement. Alors, il y a 4 grandes situations qui rendent vulnérables aux carences. On va les décliner l'une après l'autre. On va, de manière très succincte, il y a 3 moments de la vie où les besoins augmentent considérablement. Il y a la croissance, la grossesse et le 3e âge. Et en fait, concernant la croissance et la grossesse, les supplémentations que reçoivent aussi bien les enfants que les femmes enceintes restent très très fragmentaires par rapport à ce qu'elles devraient être. Les seniors sont plus exposés parce qu'avec l'âge, on tombe de plus en plus malade et on prend des médicaments, et avec l'effet antinutritionnel des médicaments. Il y a aussi la réduction des quantités alimentaires qu'on consomme, que les seniors consomment, et le fossé entre besoins et apports continue à se creuser avec l'âge. La deuxième situation, c'est qu'on vit dans un environnement très très pollué. Et les toxiques et polluants surutilisent nos minéraux et nos vitamines, nos micronutriments. On est envahi dans tous les aspects de notre vie par les perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs, on les retrouve dans l'eau, dans les vêtements, dans les cosmétiques, dans les lieux de travail, un petit peu partout, sans parler de la pollution aérienne qui fait des dégâts énormes. La troisième situation, c'est l'effet antinutritionnel des médicaments. Il y a certains
certains produits qui inhibent l'absorption. On prend l'exemple de l'huile de paraffine qui inhibe les vitamines liposolubles. Il y a l'aspirine qui plombe la vitamine C. Il y a l'interférence avec le métabolisme. On prendra juste l'exemple du paracétamol qui bloque le glutathion. Le glutathion, c'est le détoxifiant universel et allumeur des globules blancs. Le paracétamol, en fait, c'est la première cause de suicide en Grande-Bretagne, première cause de greffe du foie en Europe, particulièrement en France. Et on va focuser un petit peu sur les statines qui bloquent le cholestérol, mais pas que, qui bloquent le CoQ10, la DHEA et également la vitamine D. Le cholestérol, il faudrait réfléchir à 2 fois avant d'en prendre. Les statines. Le cholestérol est très important pour la santé. Alors le cholestérol, en le bloquant, on bloque l'aldostérone, la cortisone, qui sont vitales. Et ça bloque aussi les hormones sexuelles, et ma foi, elles sont également vitales. Alors la dernière situation, c'est quand on fait un régime particulier. On n'a pas le temps de tous les décrire. On va voir le régime végétarien. Il fait chuter de moitié les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Mais il y a un risque de déficit en zinc, en vitamine B12 et en fer. Et tout régime particulier doit être associé à une supplémentation compensatoire adaptée. Alors, comment une carence peut en entraîner une autre? Ici, sur la droite, on a le cycle de Krebs. Et on voit, pour avoir de l'ATP, on brûle nos calories au feu de l'oxygène. Et ça nécessite plusieurs cofacteurs, du magnésium, de la vitamine B1, B2, B3. Et quand on en manque, forcément, on n'a pas assez d'ATP et on produit beaucoup plus de radicaux libres. Le deuxième exemple, la pyridoxine, qui est la vitamine B6, qui est structurante en biochimie dans toutes les décarboxylations. Pour qu'elle se transforme en forme active, le pyridoxal phosphate, il faut du magnésium, du zinc, de la vitamine B2 et de la B3. Et quand on manque de ces cofacteurs-là, forcément, on n'a pas de vitamine B6 active. Alors, le plus gros défaut de notre alimentation actuellement, c'est qu'on absorbe beaucoup moins de calories qu'il y a un siècle. Et donc, en mangeant moins de macronutriments, de facto, on a moins de micronutriments, moins de vitamines, moins de minéraux. Alors, en un siècle, on a une diminution de moitié. On mangeait à peu près 4000 calories. Actuellement, on est à 2000 calories, plus ou moins 200, 2200 pour l'homme, 1800 pour la femme. Et donc, on a moins de vitamines, moins de minéraux. De plus en plus de calories vides, c'est avec la réduction de la consommation d'aliments denses en micronutriments, non seulement le nombre des calories a diminué, mais même leur qualité nutritionnelle. Et les produits industriels qu'on mange composent plus de 80% de notre alimentation. On voit ici l'ultra-transformation sur la droite. Les nuggets, les chips, c'est des calories vides, c'est bourré de calories, mais sans vitamines, sans minéraux. Ça sert strictement à rien, si ce n'est d'être inflammatoire et d'amener toutes les maladies de civilisation. On cuisine de moins en moins, on grignote de plus en plus. En fait, il faut revenir un petit peu à des basiques. À partir du moment où on a un produit alimentaire où il y a une liste d'ingrédients, c'est pas bon. Un aliment, un vrai, c'est l'ingrédient. Il n'y a pas de liste d'ingrédients. La consommation de légumes frais est en baisse. La consommation de sucre caché a augmenté. Et puis l'usage des huiles est très déséquilibré. Trop d'oméga-6 inflammatoires, peu d'oméga-3 anti-inflammatoires. Le ratio idéal devrait être de 4 oméga-6 pour 3 oméga-3. Le ratio de notre alimentation moderne est de 18, pourvoyeuse d'inflammation et de maladies de civilisation. Donc on est dans un paradoxe, une épidémie de déficience en vitamines et minéraux en situation de surabondance, avec une densité micronutritionnelle faible d'une alimentation trop calorique. Manger plus et varié ne suffit plus. Les menus idéaux proposés par nos amis nutritionnistes n'atteignent pas 80% des apports recommandés pour 2500 calories, or on ne les mange pas. Les fruits et les légumes sont moins nutritifs. On a une paupérisation des sols, les pluies acides, la pollution, les engrais, les pesticides, sans parler de l'effet dévastateur des modes de cuisson, de conservation. Tous ces process altèrent la qualité nutritionnelle et plombent la quantité de vitamines et de minéraux. Et le simple conseil de manger varié ne suffit plus pour
pour accroître la densité nutritionnelle. Au total, malgré l'optimisation de la consommation de nutriments bénéfiques, il est indispensable actuellement de recourir à des compléments, mais ils doivent être bien formulés. Il est temps de mettre à jour les complexes minéraux-vitaminiques à usage quotidien en se basant sur les avancées spectaculaires de la nutrithérapie et en rajoutant plein de protecteurs qui y manquent et en enlevant certaines substances qui sont plus néfastes qu'autre chose. Pourquoi la plupart des compléments sont inefficaces? L'aberration du tout en un. L'idée de tout mettre dans un complément au cas où on manquerait de quelque chose est juste inacceptable. Plus de 70% de la population ne manque pas de fer. Il est nocif d'en donner à ceux qui n'en manquent pas. Le fer est pro-oxydant, pro-inflammatoire. Il entraîne la multiplication des bactéries, des virus et des cellules cancéreuses. Ni le fer, ni le cuivre ne doivent figurer dans un complément généraliste. La vitamine A tératogène doit être remplacée par le bêta-carotène qui est transformé en vitamine A en fonction de nos besoins, des besoins de chacun transformé en vitamine A par le microbiote au niveau de l'intestin. Le manganèse neurotoxique, même à faible dose. Côté insuffisance, il faut optimiser les apports en vitamine B3, qui ralentit le vieillissement et les pathologies liées à l'âge. Il faut aussi optimiser les minéraux et les vitamines antioxydants, vitamine C, bêta-carotène, magnésium, sélénium et zinc. Et puis les caroténoïdes, jamais donner de bêta-carotène seul. Il faut les donner en famille, en synergie. On voit sur cette slide la vitamine C qui est l'antioxydant sacrificiel qui recycle la vitamine E, recyclé par le caroténoïde en profondeur dans la membrane cellulaire, et le glutathion qui chaperonne le tout et qui régule cette réduction. De nombreux protecteurs sont absents dans les compléments. La vitamine K, moins connue pour son rôle anti-inflammatoire et de prévention de cancer. Il y a aussi l'iode qu'il faudrait rajouter dans les compléments. C'est aberrant de le mettre dans le sel. Le sel est pourvoyeur d'hypertension artérielle et d'AVC. La protection par des antioxydants plus dosés s'impose, vu l'importance de la pollution. On rajoutera le lycopène, la lutéine dans ces compléments généralistes. L'astaxanthine, aussi un caroténoïde très important dans la Parkinson et l'Alzheimer. La NAC, la cystéine, est connue pour fluidifier, mais c'est le facteur limitant, l'acide aminé limitant qui augmente la formation de glutathion. Et le CoQ10, très important, à dose pharmacologique à plus de 100 mg, est antioxydant, permet la production d'énergie et combattre les usures du vieillissement. Il y a des formes qui sont obsolètes dans les compléments actuels. Il faut préférer la méthylfolate préactivée supérieure à l'acide folinique. On voit ici comme quoi, pour avoir la méthyltétrahydrofolate, qu'il faut plein de cofacteurs, s'il manque, on n'aura pas la forme active. Donc mieux vaut donner la forme préactivée. Les vitamines E naturelles sont à privilégier. L'alpha-tocophérol est antioxydant et les synthétiques, les vitamines E synthétiques font baisser le gamma-tocophérol qui est très très important pour antagoniser le peroxynitrite qui est pourvoyeur du stress nitratif. Ici on est à l'intérieur du globule blanc, on n'a pas le temps d'expliquer ce schéma. Alors les règles d'or d'un bon complément, il doit être garanti sans sucre, ni édulcorant, ni trop allergène, sans fer, ni cuivre, ni manganèse. Les doses nutritionnelles doivent tenir compte des catégories de population. Les complexes antioxydants plus dosés doivent être en synergie en famille. Le fluor ne doit jamais être donné péros, il déplace le calcium de l'os. Des doses importantes d'oméga 3 doivent être associées à des antioxydants pour qu'ils ne rancissent pas. Les minéraux doivent être compatibles. Les minéraux compatibles doivent être biodisponibles, bien intégrés dans les cellules. Le glycérophosphate pour le magnésium, le citrate pour le zinc, le bicisinate pour le fer. La tyrosine doit être prise le matin à jeun. La vitamine D fonctionne mieux le soir. Elle bloque la parathormone qui détricote l'os. Alors, quelques contre-indications. Pas d'antioxydants pendant une chimioradiothérapie. On ne va pas donner à la cellule cancéreuse de quoi se protéger. Pas d'oméga 3 en complément si risque hémorragique. Même restriction pour la vitamine E. Le fer ne doit pas être donné en cas d'infection et la tyrosine est contre-indiquée en cas de grossesse, de psychose, de mélanome. Quelques compléments très conseillés en pharmacie, le magnésium, rôle clé dans l'énergie, modulateur de tous les stress, c'est un polymédicament. Tous ces effets-là sont non exhaustifs, on n'a pas le temps de les détailler.
3 générations de sel de magnésium. La plus vendue, le magnésium marin, sel inorganique mal absorbé, laxatif. C'est le plus vendu, il sert strictement à rien. Sel organique, je vais me fâcher avec les pharmaciens. Sel organique, mieux toléré. Le citrate étant le moins mauvais, il faudrait privilégier les sels liposolubles, le glycérophosphate, associé à des magnésiorétenteurs, la taurine, la B6. Importance de la fragmentation des prises pour conserver une magnésémie stable sur 24 heures, 2 à 3 prises. L'alimentation saine apporte 240 mg de magnésium par jour. Nos AGR sont de 400 mg. Ça ne les fait pas avec l'alimentation, sans parler de la surutilisation par le stress, par les œstrogènes, par les polluants. L'acérola, la reine de la vitamine C, rôle antioxydant, anti-inflammatoire, c'est l'antioxydant sacrificiel. Pas de vitamine C à effervescence, je vais me refâcher avec vous. On le rend effervescent avec le bicarbonate, qui est une base forte et qui détruit la vitamine C. La vitamine D, vitamine vedette, hormone qui agit sur plus de 900 gènes, impliqués dans la santé et la longévité. Fabriquée à partir du cholestérol, l'alimentation n'apporte pas ce dont on a besoin. Dosage sanguin optimal 50 à 60 nanogrammes par millilitre. Les laboratoires préconisent 30 mg, c'est pour ne pas être carencé. Alors la supplémentation, les 6 mois de l'hiver, un peu plus quand on avance en âge. 1000 unités chez l'enfant, 1500 chez l'adolescent, 2000 à 3000 chez l'adulte. Le fer, très très important, il ne faut pas en manquer, il ne faut pas en avoir de trop. Il est important pour fabriquer le radical hydroxyle à l'intérieur du globule blanc. Ce radical hydroxyle est une arme nucléaire qui tape sur les bactéries, les virus et les tue. Alors si on en manque, plutôt 10 à 20 mg de bicisclinate que 50 mg de sulfate, qui est le plus vendu également en pharmacie malheureusement. Le fer, il ne faut pas en manquer. Il est indispensable pour avoir la dopamine et la noradrénaline, pour la thymie et pour l'humeur. Le coenzyme Q10, dans la bioénergétique, très 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 important. À chaque fois qu'un tissu noble est menacé, on donne de la CoQ10 à dose pharmacologique pour préserver et pour réduire les zones infarctées dans un AVC ou dans un infarctus du myocarde. Très très important. L'acide alpha-lipoïque, également dans la bioénergétique, important dans le diabète, on le préconise dans la neuropathie diabétique. La berbérine, elle fait mieux que la metformine. Elle réduit beaucoup plus les marqueurs biologiques du syndrome métabolique. Mais neuroprotecteur également, elle bloque la cholinestérase, qui est très active dans la maladie d'Alzheimer. Et donc la berbérine est non seulement excellente pour le diabétique, mais également pour l'Alzheimer. La chondroïtine sulfate, pour reconstruire le cartilage. Intérêt inattendu dans des études documentées, mais on ne sait pas pourquoi, dans les maladies inflammatoires dégénératives et de réduction de la mortalité de toute cause. On arrive au polyphénol, on va parler du curcuma qui est une super vedette, rôle antioxydant, anticancer, neuroprotecteur, cardioprotecteur. La curcumine n'est pas très biodisponible, il faut rajouter du fenugrec ou du gingembre, pas de la pipérine, du poivre, il est inflammatoire. On rajoute, comme c'est liposoluble, il faut de l'huile d'olive. L'huile d'olive, l'hydroxytyrosol, c'est le chef de file du totem des polyphénols de l'huile d'olive. Anti-inflammatoire, antioxydant, cardio-neuroprotecteur, génoprotecteur. Molécule magnifique. La grenade, championne des polyphénols. La grenade, c'est le fruit du paradis de la jouvence. Ralentit le vieillissement, anti-cancer, anti-diabète, plein de bonnes choses. Changement de paradigme. Il serait temps qu'on change de mindset. Pas de pilule miracle. La prise de compléments se fait dans le cadre d'une alimentation saine. Attention à l'automédication. Mal formulée, il risque d'être néfaste. Interaction entre eux et les traitements de fond, il faut faire très attention avec les cytochromes et le foie. Attention aux achats par Internet et à la législation des pays. Il faut passer des AGR de prévention de cancer, de carence, à des AGR d'optimisation de fonction et de prévention des pathologies. La médecine fait des choses magnifiques. Elle a rajouté des années à la vie. La nutrithérapie essaie d'ajouter de la vie aux années en ralentissant le vieillissement, en faisant en sorte qu'on vieillisse avec le moins de pathologie possible et, si possible, de mourir de vieillesse et pas de maladie. Je vous remercie.